C'est tout bon? Allez, parfait. Allons-y. Alors, je vous ai préparé une petite présentation pour que ce soit un petit peu plus clair, pour essayer de cadrer un petit peu le régime de l'auto-entrepreneur et le régime réel dans son ensemble, hein, pour poser la situation. Après, l'idée, clairement, c'est que je réponde à vos questions, à vos interrogations, à ce qui vous pose des difficultés, ce qui signifie que à tout moment, vous pouvez m'arrêter, surtout qu'on est pas trop nombreux. N'hésitez surtout pas. Alors, la première chose qu'on va regarder, on va démarrer comme on fait dans ces cas-là, par une petite présentation déjà de ce qu'on va faire. On va traiter plusieurs points, donc le statut juridique et le régime fiscal, la mécanique de l'auto-entrepreneur, le régime réel, les seuils, les charges, les impôts et tout ce qui va avec, et puis petite information sur choix entre impôts forfaitaires ou pas. Et on va démarrer avec un petit jeu, parce que c'est toujours bien pour se mettre en jambe. Donc, avec quelques petites questions. Le jeu est le suivant. Il y a 4 différences entre le statut de l'auto-entrepreneur et celui de l'entrepreneur en régime réel. Est-ce que vous pouvez les trouver? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux au niveau du statut juridique? La réponse, que vous gardez dans votre tête, la réponse est non. Il n'y a pas de différence au niveau du statut juridique. On verra juste après. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la caisse de retraite et la caisse de prévoyance? La réponse est non, il n'y a pas de différence entre ces deux caisses, en tout cas pas entre le statut auto-entrepreneur et le régime réel. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'imposition fiscale? Oui, c'est une première différence qu'on va voir, c'est souvent d'ailleurs celle qu'on garde en tête. Est-ce qu'il y a une différence sur l'imposition sociale? La réponse est oui, il y a une différence sur l'imposition sociale, on verra ça également tout à l'heure. Est-ce que le numéro de SIRET est différent entre l'auto-entrepreneur et l'entrepreneur individuel? Non, le numéro de SIRET n'est pas différent. Vous avez un numéro de SIRET pour les deux cas. Est-ce que les seuils, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, est-ce que les seuils liés à la TVA sont différents entre le régime de l'auto-entrepreneur et le régime réel? Mais comme on le verra tout à l'heure, les seuils n'ont pas de lien avec le régime auto-entrepreneur ou régime réel. La couverture sociale de prévoyance et de santé est-elle différente? En réalité, elle était différente il y a encore quelques temps. Elle n'est plus différente, c'est la même maintenant. Donc, pas de différence sur la couverture sociale. Est-ce que l'accès à l'ACRE présente une différence entre les deux statuts? Eh bien non, vous pouvez accéder aussi à l'ACRE. D'ailleurs, certains d'entre vous l'ont peut-être en cours ou l'ont peut-être eu. L'accès à l'ACRE, il n'y a pas de différence entre les deux statuts. La possibilité d'être à l'IS, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, l'impôt sur les sociétés. Oui, évidemment, alors là, il y a une différence, puisqu'il y a un des deux statuts qui permet d'être à l'impôt sur les sociétés et pas l'autre, on le verra tout à l'heure. Et enfin, la quatrième différence, puisque c'est le dernier point, c'est la gestion comptable, qui est également différente entre les deux statuts. Alors là, maintenant qu'on s'est mis un petit peu en jambe, on va rentrer un petit peu dans le détail, vu qu'on a prévu à peu près 45 minutes et que je vais vous laisser vraiment du temps pour les questions. Le statut juridique d'abord. Donc le statut juridique entre auto-entrepreneur et entrepreneur individuel, en réalité, c'est le même. Le statut, c'est entrepreneur individuel. Juridiquement, vous êtes des entrepreneurs individuels et rien d'autre. Ce qui signifie que sur le plan juridique, ce sont les mêmes responsabilités, la même exposition au risque et les mêmes possibilités de contracter, c'est-à-dire de souscrire ou de vendre à n'importe qui, sauf parfois des cas particuliers de marché public qui refusent de contracter pour généralement d'ailleurs des questions de visibilité ou d'assurance, donc avec les marchés publics. Sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose. Donc, on ne différencie pas un entrepreneur individuel et un auto-entrepreneur sur le statut juridique. Par contre, évidemment, on peut avoir une différence entre entrepreneur individuel et société, mais pas auto-entrepreneur. Ça va? Pour ça, c'est clair. Si ce n'est pas le cas, vous m'arrêtez, évidemment. Ensuite, nous avons le régime fiscal. Donc, je reviens 2 secondes. Le statut juridique, c'est un élément. Voilà, juridiquement, je suis entrepreneur individuel. Ensuite, un régime fiscal qui va s'appliquer à moi, qui est en gros l'ensemble des textes et des lois qui sont issus du Code général des impôts, c'est ça le petit terme CGI, qui s'applique à une personne morale ou physique. Donc,
concrètement, quand vous payez votre impôt sur le revenu, normalement, vous avez fait vos déclarations il n'y a pas très longtemps, vous avez un régime fiscal d'impôt sur le revenu avec des catégories de revenus, on regardera ça rapidement tout à l'heure, parce que vous êtes une personne physique. Les personnes morales comme les entreprises, individuelles ou sociétés, sont également soumis à des régimes fiscaux, donc à cet ensemble de textes du Code général des impôts. On l'a regroupé, si vous voulez, sous un terme régime qui permet de situer. Voilà, c'est un petit peu comme si on catégorisait par typologie, de taille, de couleur de peau, de ce que vous voulez, peu importe. En tout cas, c'est pour catégoriser le système. Une fois que vous êtes vous savez dans quel régime fiscal vous êtes, alors on peut vous appliquer la loi qui correspond. L'auto-entrepreneur, c'est le nom d'un des régimes fiscaux. Ça n'est donc pas un statut juridique, comme je viens de le dire, c'est le nom d'un régime fiscal qui s'appelle l'auto-entrepreneur, qui est en soi un régime fiscal particulier, qui vise en fait à récupérer tous ceux qui ne déclaraient avant que ce régime existe rien du tout, hein, entre guillemets. Entre nous, il y avait un certain nombre de chefs d'entreprise, enfin, d'entrepreneurs, qui faisaient des petits travaux à droite, à gauche, et même des activités un peu comme les vôtres, et qui ne déclaraient rien du tout. Un jour, l'État a trouvé que ce n'était pas une mauvaise idée, plutôt que de se battre avec des contrôles fiscaux, que de dire on va vous adapter à un régime facile, qui en fait va vous permettre de déclarer, voilà, et du coup de payer de l'impôt, comme on va le voir, alors qu'avant, ils ne déclaraient rien. Voilà. Donc, en fait, on a fait rentrer dans le système un certain nombre de gens qui n'y étaient pas. Et se sont rajoutés là-dedans tout un tas de professions nouvelles, notamment les professions libérales, qui sont les vôtres. Donc, le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un régime fiscal. Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs régimes. L'auto-entrepreneur, le régime réel qu'on va voir, l'impôt sur les sociétés, tout ça, ce sont des régimes fiscaux. Vous m'arrêtez toujours si vous avez des questions. La mécanique de l'auto-entrepreneur, donc qui est un régime fiscal un peu particulier, comment ça marche? C'est relativement simple en soi. Vous avez un chiffre d'affaires que vous déclarez égale un impôt. Un chiffre d'affaires égale une cotisation sociale. C'est aussi simple que ça. Le principe est forfaitaire. L'administration, en réalité, estime, selon votre activité, que vous allez gagner un certain pourcentage de chiffre, enfin, vous allez gagner un certain pourcentage de votre chiffre d'affaires en revenus. Elle applique donc un taux de charge divers, forfaitaire, et vous taxe sur le solde. J'ai pris un exemple pour que ce soit plus clair. Je déclare 1 000 € de chiffre d'affaires. Alors, j'ai pris l'activité libérale, puisque normalement, c'est à peu près tous, vous êtes tous ici présents dans cette activité, mais ça peut dépendre de l'activité entre libérale et commerciale et artisanale. Là, j'ai pris libéral, donc 1 000 € de chiffre d'affaires déclaré. L'administration considère que j'ai gagné 760 € chaque fois que j'ai déclaré 1 000 €. C'est ça que ça veut dire. Et donc, puisqu'elle considère que j'ai gagné 760 €, c'est sur cette somme qu'elle va me taxer l'impôt, qui sera différent, hein, l'impôt des cotisations sociales. Pour l'instant, on va parler de l'impôt. Donc, j'ai été au bout de l'exemple. Pour l'impôt, on rajoute une règle supplémentaire une fois qu'on a l'assiette, hein, les 760 €, c'est de savoir si je suis taxé au barème progressif, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu que vous déclarez, normal, ou un taux forfaitaire. Dans quel cas, on va vraiment jusqu'au bout du système forfaitaire. Le taux forfaitaire, il est à 2,2%. Autrement dit, pour un chiffre d'affaires de 1 000 €, j'ai une assiette de 760 € sur laquelle on me taxe 2,2%, ce qui me fait 16,72 € d'impôt. C'est pour l'exemple. Le régime réel en face, c'est quoi? Le régime réel, c'est justement l'inverse du forfaitaire, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte ce que j'ai appelé les vrais chiffres, c'est-à-dire la réalité de ce que vous avez gagné et non pas un montant forfaitaire de ce que vous avez gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné? Je reprends mes 1 000 € de chiffre d'affaires. J'ai 380 € de charges. Bon, les 380 €, je les ai évalués comme ça. Hein. Ça peut être 150, ça peut être 450. Évidemment, ça fait les différences. Dans ces 380, il y a quoi? Loyer, déplacement, téléphone, assurance. En fait, le régime réel vous permet de déduire plus ou moins tous les frais, toutes les charges que vous pouvez avoir pour votre activité. Donc, ça peut être le restaurant, ça peut être le téléphone. Du moment que vous pouvez justifier que la charge engagée correspond à votre activité, aucun problème. Et pour celles qui sont profs de yoga, on peut même donc déclarer
en déduction un voyage en Inde si ce voyage permet d'exercer correctement son activité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je prends mes 1 000 € de chiffre d'affaires, j'ai 380 € de charge, j'ai donc un revenu net de 620 €. Jusque-là, tout va bien. C'est ce revenu que je vais devoir déclarer à l'administration. Attention, dans le système réel, il n'y a pas le système forfaitaire des 2,2%. Je vais donc être taxé selon le barème progressif. C'est-à-dire, je vais mettre les 620 € dans ma déclaration de revenus. Et ces 620 €, ils vont être taxés comment? Mais ça dépend de votre foyer fiscal. Ça dépend de ce que vous gagnez à côté, si vous êtes marié, avec un conjoint qui gagne un certain montant. Bref, ça peut être plein de choses différentes. Je vous ai donc mis le montant minimum et le montant maximum. Sur les 620 €, vous pourrez payer entre rien et 279 € au maximum. Ce qui veut dire qu'il faut le comparer avec les 16,72 € d'impôt forfaitaire. D'un côté, je paye 0 potentiellement, ou 279, ou entre les deux, et de l'autre côté, 16,72 €. On y reviendra tout à l'heure. Pour déterminer le revenu donc net, il faut que je tienne une comptabilité, puisque les 380 € de charge, il faut bien que je les sorte de quelque part. Donc, il faut que je les suive, hein, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai tous mes tickets, que je fasse une petite comptabilité, c'est rien d'extrêmement grandiose, mais il faut quand même le suivre, pour arriver aux 620 €. Et l'administration vous le demandera. Petite précision également, vous pouvez changer de système entre le régime auto-entrepreneur et le régime réel, mais pas quand vous voulez, d'un mois sur l'autre, etc. C'est par année civile complète et en général pour l'année suivante. Attention, il faudra également, si vous changez de régime, penser à vous enregistrer auprès du GREF, du répertoire des métiers ou de l'URSSAF selon l'activité. Ça, je vous l'ai mis juste parce que je vous donnerai le PowerPoint après. Alors, les seuils, justement. Il y a les seuils fiscaux et sociaux et il y a le seuil TVA qu'on va mettre à part puisque la TVA, c'est totalement autonome. Sur les seuils fiscaux et sociaux, ce n'est pas compliqué. Dans vos activités libérales, le seuil, il est à 72 600 €, hors taxe. Je vais préciser le système. Ça veut dire que si vous faites moins de 72 600 €, vous pouvez être sous le régime de l'auto-entrepreneur. Si vous faites plus de 72 600 €, vous ne pouvez plus être sur le régime de l'auto-entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous faites 72 600 ou moins, vous pouvez y être ou opter pour le régime réel. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez rester sur le régime de l'auto-entrepreneur. En revanche, pour la TVA, et ça c'est un piège, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou si c'était mal pensé, le seuil de la TVA n'est pas le même. Donc le seuil de la TVA, lui, il est à 34 400 €. Si bien qu'avec une petite tolérance annuelle, dans l'année en tout cas, de 36 500, mais peu importe. Si bien que si vous faites 50 000 € de chiffre d'affaires, en réalité, vous pouvez être auto-entrepreneur, mais avec le régime fiscal que j'ai évoqué, donc celui de l'abattement forfaitaire et du prélèvement forfaitaire libératoire, mais en revanche, vous ne pourrez pas vous dispenser de faire une déclaration de TVA. Et ça, c'est relativement problématique. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire une déclaration de TVA, il faut suivre une comptabilité. Sinon, vous ne pouvez pas faire une déclaration de TVA puisqu'il faut que vous justifiez de la TVA que vous déduisez. Et si vous suivez une comptabilité, ça vous gâche un petit peu l'intérêt du régime forfaitaire de l'auto-entrepreneur, dont le concept même est de justement ne pas tenir, à proprement parler, de comptabilité. Vous déclarez votre chiffre d'affaires et c'est tout. Donc, si vous dépassez les 34 400, en réalité, on peut se demander si vous avez toujours intérêt à être sous le régime de l'auto-entrepreneur, puisque vous allez devoir faire une comptabilité réelle. Alors, on peut le voir aussi du côté positif en se disant que puisque vous allez faire une comptabilité réelle, vous allez également pouvoir savoir si ça vaut plus le coup d'opter pour le régime de l'auto-entrepreneur avec le prélèvement forfaitaire ou le barème de l'impôt sur le revenu. On y revient après. J'ai juste une question à ce sujet sur les 34 400 €. Bon, évidemment, je ne les ai pas atteints, donc je n'ai pas la réponse. Mais dès qu'on les dépasse, la TVA, elle est applicable aussi sur le chiffre d'affaires qui est inférieur aux 34 400 ? Oui, c'est TVA ou pas TVA, c'est blanc ou noir, c'est voilà, okay. Je suis ou je ne suis pas. Et donc, il n'y a pas de tranche. Alors oui, une petite subtilité que j'allais vous donner, que j'allais presque partir sans vous donner finalement, c'est que quand on vous donne les seuils, ils sont hors taxe. Sauf que quand vous n'êtes pas à la TVA, vous n'avez pas de TVA. Donc, a priori, on comprend mal le système du hors taxe. En réalité, quand on dit 34 400 hors taxe, ça veut dire que si vous êtes à 36 000,
TTC, ce que vous êtes avant d'avoir de la TVA, en réalité, vous n'êtes pas à 34 400 hors taxe. Parce que à 36 000 TTC, en supposant que vous ayez de la TVA à 20%, vous êtes à 30 000 hors taxe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour arriver à 34 400 hors taxe, en réalité, il faut le multiplier par le taux de TVA, ce qui correspond à 41 280 € TTC. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à 41 280 € aujourd'hui, sans TVA, en réalité, vous ne dépassez pas les 34 400 hors taxe. Il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que ce n'est pas le chiffre d'affaires TTC que vous produisez, c'est celui qui est recalculé avec la TVA. Sauf que comme vous n'en avez pas, ce n'est pas très intuitif, parce que vous n'en avez pas. Donc vous vous dites, bah, c'est 34 400, dès que j'ai passé, j'y suis. Non, c'est 34 400, comme si vous y étiez. Vous me suivez? Donc, ce n'est pas 34 400, c'est 41 000 quelque chose hors taxe. La règle, c'est 34 400 hors taxe, mais si vous n'avez pas de TVA, en réalité, c'est 41 280 avec un taux de TVA à 20%. Parce que quand je suis à 41 280 TTC, donc ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous n'avez peut-être pas de TVA, quand j'arrive à 41 280 €, je suis TTC ou hors taxe, vous le dites comme vous voulez, mais pour comprendre, c'est mieux de le dire TTC, parce que je n'ai pas de TVA. Maintenant, je dis, bah oui, mais il faut que je compare avec le seuil. Ben, le seuil, il tient compte de la TVA. Donc, c'est 34 400 hors taxe. Et si vous dites, je passe à la TVA, vos 41 280 deviennent 34 400 hors taxe. C'est plus clair? Non, je remouline un petit coup? Non, je crois qu'il faut que je réécouterai. Mais en gros, en fait, si on n'a pas la TVA là applicable tout de suite, on garde en tête ce seuil de 41 280 €. Bingo. Ça, c'est bien résumé. D'accord. Merci. Mais du coup, je me permets, pardon. 72 000. Oui. Du coup, c'est quoi la tolérance 36 500? Ça veut dire qu'on peut aller au-dessus de 41 280? Ça veut dire que sur une année, on peut dépasser un peu jusqu'à 36 500 hors taxe. Donc, j'aurais dû le calculer en fait. 43 800 TTC, mais seulement une année. Si je redépasse une deuxième année les 34 400 hors taxe ou les 41 280 TTC, je bascule de toute façon. Mais la première année, pour éviter de faire des effets de yo-yo, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si on ne mettait pas une petite tolérance, les gens ne déclareraient pas le bout, parce qu'ils vont dire je ne vais pas déclarer 2 000 € pour passer à la TVA. Donc, on leur laisse une petite marge de manœuvre. Voilà. Et cette marge de manœuvre, c'est 2 100 € hors taxe. C'est bon? Donc, Ouais, le calcul des 72 600, c'est le même. Hein. C'est aussi hors taxe, le seuil de micro-entreprise. Enfin, d'auto-entrepreneur, puisqu'avant, ça s'appelait micro-entreprise. Maintenant, ça s'appelle auto-entrepreneur. Alors, au niveau des charges sociales, le système de charges sociales est assis plus ou moins sur la même mécanique d'abattement pour l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que là, on va vous prendre un montant forfaitaire. J'ai divisé en deux parties ceux qui sont à la SSI, c'est-à-dire la Sécurité sociale des indépendants, au régime général, si vous voulez, pour faire simple, et ceux qui sont à la CIPAV, qui est la caisse, l'ancienne, c'est toujours la même, caisse des architectes, mais qui était un petit peu le fourre-tout, et donc les entrepreneurs ont longtemps été à la CIPAV jusqu'à ce qu'en 2018 ou 2019, je ne sais plus, la SSI reprenne les auto-entrepreneurs qui sont sortis de la CIPAV. Donc, il y a ceux qui se sont créés depuis 2 ans, par exemple, et qui sont automatiquement à la SSI, et il y a ceux qui étaient créés avant, qui peuvent être à la CIPAV et qui pouvaient y rester. Voilà. Donc, le taux est un petit peu différent entre les deux caisses, quand ça ne joue pas grand-chose. Subtilité par rapport à l'impôt, il n'y a pas d'abattement. Je fais 1 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est ce que je vous ai écrit dans l'exemple. 1 000 € de chiffre d'affaires, on multiplie par 22%, point. Il n'y a pas les 760 €, il n'y a pas d'abattement de 34%. Je prends le chiffre d'affaires, multiplie par 22%. Donc là, je paierai 220 € de cotisation sociale, ce qui correspond par rapport au forfait et par rapport aux 760 € de tout à l'heure à un taux réel, entre guillemets, de 29%, et non pas de 22%. Et potentiellement plus si on avait fait le calcul du régime réel, c'est-à-dire le résultat exact. Les droits acquis en termes de cotisation sociale sont indépendants,
sont dépendants des cotisations, mais je veux dire, n'ont pas de lien avec le fait que vous soyez auto-entrepreneur. C'est en fait ce que vous cotisez vous donnera les mêmes droits que les autres en fonction de ce que vous cotisez. Mais comme généralement vous cotisez peu, ben, c'est sûr qu'à la sortie, ça ne vous donne pas de grands droits. Ce n'est pas forcément très grave si vous le compensez par ailleurs, mais c'est important de le savoir. Je vous ai mis un petit simulateur, un petit lien où vous pouvez aller calculer, vous connaissez peut-être déjà, vos cotisations sociales. Il y a 3 clics à faire, ça se fait tout seul. Vous mettez la date de création de la société, vous mettez la caisse à laquelle vous êtes rattaché, le montant de votre chiffre d'affaires, et ça vous calcule le taux de cotisation, enfin, le montant des cotisations. Comment on sait à quelle caisse on est rattaché? Si vous êtes à la CIPAB ou si vous êtes à la Sécurité sociale des indépendants. Alors, où est-ce qu'on trouve l'info? Alors, c'est très bien de me poser la question, Coralie, parce que en fait, ça me permet de faire une petite aparté sur la mécanique. Vous recevez des cotisations qui sont marquées URSSAF. D'accord ? L'URSSAF, ça n'est pas une caisse, ni de retraite, ni de prévoyance, ni de santé. C'est pas une caisse. En fait. L'URSSAF, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, hein, pour ceux qui ne le savent pas. L'URSSAF, ça signifie Union de recouvrement des sécurités sociales, enfin des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. En fait, l'URSSAF, c'est un huissier schématisé, d'accord, qui vient vous récupérer les fonds. C'est celui qui est chargé de récupérer l'argent que vous devez à la caisse de retraite et de prévoyance. Mais la caisse de retraite et de prévoyance, ce n'est pas l'URSSAF. C'est soit la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, soit la CIPAB. Normalement, sur votre appel de cotisation, c'est écrit en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus. Enfin, en haut, il y a un petit logo en plus de l'URSSAF, qui est soit celui de la Sécurité sociale des indépendants, soit celui de la CIPAB. Sinon, vous pouvez aller sur votre compte URSSAF et normalement, vous le trouverez marqué aussi. Et si jamais ce n'était encore pas le cas, ça dépend de la date de création de votre activité, ce que je vous disais tout à l'heure. Selon que vous vous êtes créé, alors je vous donnerai la date exacte, je vais aller vérifier, mais selon que vous vous êtes créé par exemple en 2017, 2018 ou en 2020-2021, vous êtes à la CIPAB, si vous êtes dans une plus ancien, ou vous êtes à la Sécurité sociale des indépendants, si c'est plus récent. Voilà. Et uniquement, bien sûr, pour les activités libérales, mais je crois qu'ici, on n'a que des activités libérales. Voilà. Donc, quand vous recevez un appel de cotisation de l'URSSAF, on est bien d'accord, ce n'est pas l'URSSAF qui vous appelle une cotisation, c'est la Sécurité sociale des indépendants ou la CIPAB pour la partie retraite et prévoyance, et parfois le régime général de sécurité sociale pour la partie santé, qui demande à l'URSSAF de venir vous récupérer une certaine somme. L'URSSAF récupère les sommes et ensuite les répartit entre ce qui va à la caisse de retraite, ce qui va à la partie santé, ce qui va aux allocations familiales, etc., etc. Vous comprenez la mécanique? Super. Parlons rapidement de l'impôt sur le revenu. On a fait les charges sociales. Maintenant, l'impôt sur le revenu, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure. Je prends mon chiffre d'affaires déclaré. J'ai un abattement de 34%, ça c'est pour les libéraux. Donc, quand j'ai fait 1000 de chiffre d'affaires, j'enlève 34%, que l'administration considère être les charges. Et je me retrouve avec 760 €, qui est taxé à 2,2%, donc 16,72 € d'impôt, ou au barème progressif si ça vous est plus favorable. Là, j'attire quand même un peu votre attention sur le sujet. Je connais plein d'auto-entrepreneurs qui, théoriquement, s'ils avaient choisi le barème progressif, ne paieraient pas d'impôt, zéro, et qui choisissent en fait le prélèvement forfaitaire libératoire et qui du coup payent de l'impôt. C'est quand même un peu dommage. Alors certes, là, les chiffres ne sont pas très importants, mais en fonction de votre chiffre d'affaires, ça peut faire une somme. En tout cas, c'est toujours trop, je vous l'accorderai, que de payer de l'impôt que vous ne deviez pas payer. Juste un point là-dessus, je ne sais pas si tu vas en parler après, mais moi j'ai été surprise parce que j'ai quitté mon job il n'y a pas longtemps, donc j'ai des revenus plus importants que ce que je gagne en yoga. J'avais souscrit à cet impôt libératoire et grande surprise, en fait, j'y avais pas droit parce qu'il n'est applicable que si on est en dessous d'un certain montant fiscalement. Exact. Sinon, ça ne s'applique pas et c'est juste au réel comme quand on était salarié et moi j'ai pleuré quoi. Et je ne l'avais pas capté ça. Il faut juste bien l'avoir en tête.
Exact. Le montant, en fait, alors je vais vous le retrouver, je vous le mettrai sur le diapo, effectivement. Il y a un montant à partir duquel le barème forfaitaire n'est plus applicable. Pourquoi? Parce que l'administration considère que, vu l'argent que vous gagnez, de manière générale, il n'y a pas lieu de vous appliquer ce barème qui vous serait bien trop favorable. Et donc, elle ne vous permet pas de le faire. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec l'abattement, oui, mais le reste bascule dans votre barème progressif. Alors, ça ne change pas forcément grand-chose, c'est juste que c'est bien de le savoir, donc merci de le rappeler. Ensuite, ce qui peut être bien aussi, c'est du coup de se demander si ça ne valait pas le coup d'être au régime réel, parce que peut-être que ça aurait été plus intéressant de déclarer la partie réelle que de déclarer une partie forfaitaire qu'on a choisi parce qu'on pensait être taxé à 2,2% et puis finalement qu'on n'est pas taxé à 2,2%. Clairement. Alors, s'y ajoute à ces petits taxes d'impôts et de cotisations sociales, la CFE, la cotisation foncière des entreprises, ça dépend de votre lieu d'activité. Donc là, je ne peux pas vous dire combien vous devez payer. Généralement, c'est des petites sommes, parfois quelques centaines d'euros, rarement plus. Et donc, vous êtes exonéré généralement la première année. Donc, clairement, normalement, on le voit à partir de la deuxième. Et la cotisation de participation à la formation qui est de 0,2% du chiffre d'affaires. Je me permets juste, pour la CFE, en tant que prof de yoga, même les années suivantes, on en est exonéré. Il faudrait que je retrouve le courrier qui est à envoyer assez régulièrement dès qu'on nous demande de la payer. Évidemment, j'ai oublié toutes les subtilités, mais je sais qu'en ayant une profession de professeur et en enseignant non pas chez nous, mais dans des locaux différents, à savoir dans des studios, nous n'avons pas à la payer. Oui, alors en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le yoga. Oui, c'est... J'espère que ce n'est pas une déception pour vous. Mais en fait, ça a à voir avec le fait que vous n'enseignez pas dans un lieu précis. C'est-à-dire que vous n'avez pas... la seule chose que vous avez, c'est une boîte aux lettres, en fait, pour dire que votre entreprise, elle est chez vous, j'imagine. Mais après, vous enseignez à droite, à gauche, etc. Et donc, là où vous enseignez, les gens qui vous louent les endroits, alors évidemment, si c'est dehors, on n'en parle même pas, mais si, puisque la cotisation foncière, le mot foncier, foncière, signifie finalement une cotisation qui est en rapport avec le bien immobilier que vous occupez. Donc, si vous allez dans une salle qu'on vous loue pour faire votre cours, c'est le propriétaire de la salle en réalité qui paye la cotisation. Donc, vous, si vous ne faites que tourner d'une salle à une autre, mais qui n'est jamais la vôtre, en théorie, vous n'avez aucune CFE à payer. Alors ça, par contre, que ce soit yoga ou n'importe quelle autre activité. Oui, c'était plus clair que dit comme ça, mais fallait que... Non, mais pas de souci. On est là pour ça. J'ai une question là-dessus, parce qu'en fait, quand on fait la déclaration CFE, ils nous demandent notre chiffre et ils nous demandent effectivement les mètres carrés qu'on utilise chez nous pour l'activité. Et ils mettent un petit laïus qui précise qu'ils exigent qu'il y ait minimum 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Donc, comme quoi, on est obligé quand même de déclarer une surface, même si elle est ridicule. Mais du coup, sachant ça, il y a quand même un moment où on paie de la CFE, non? Enfin, peut-être moins que si on avait des trucs privés, mais un local pour nous. Mais voilà, c'est ma question. Normalement, alors la CFE, ce sont des impôts locaux. Hein. Donc, il peut y avoir des règles différentes d'une ville à l'autre, puisque c'est des délibérations qui sont prises par le conseil municipal. Normalement, la règle, effectivement, c'est qu'il y a un minimum, même si vous ne donnez pas de cours chez vous, si vous avez votre lieu d'activité chez vous, l'administration considère que vous ne pouvez pas lui déclarer zéro, parce que rien que le fait de vous mettre à votre bureau pour passer un coup de téléphone, vous utilisez bien 1 mètre carré, si vous voulez, de surface. Donc, selon les zones, vous pouvez avoir des cotisations foncières totalement exonérées parce que le conseil municipal a considéré que ça n'avait pas le coup de s'embêter avec 1 mètre carré, ou alors avec un minimum, donc avec une cotisation forfaitaire minimum. Voilà. Même si vous mettez le minimum de mètres carrés possible. Alors, au niveau de l'impôt, pour comparer auto-entrepreneur et régime réel, ce qui est le plus intéressant pour vous, il y a 3 choses à prendre en compte. 1, l'imposition. Donc, en gros, il y a un calcul à faire entre le chiffre d'affaires que je fais avec l'abattement, ça me donne un résultat, le chiffre d'affaires que je fais avec les véritables charges déduites. Donc, ça suppose que vous êtes en mesure,
soit avec les relevés bancaires, soit avec les tickets, soit avec, parce que vous le notez sur un cahier, enfin bref, peu importe ce que vous décidez de faire, vous êtes en mesure de calculer réellement quelles sont les charges que vous avez engagées. Et là, vous comparez. Mes 1 000 € de tout à l'heure font 760 € de résultat en régime auto-entrepreneur. Est-ce que si je déduis mes kilomètres, mon téléphone, mes frais de restaurant, de loyer, de salle, de ce que vous voulez, tout ça, j'arrive à moins de 760? Si la réponse est oui, alors vous avez intérêt à être en régime réel, puisque du coup, vous déclarerez un résultat plus faible. En tout cas, théoriquement, puisque le régime réel ne vous permet pas de bénéficier du régime du prélèvement forfaitaire libératoire. Donc, vous pouvez des fois être avec un régime réel qui vous amène plus bas que les 760, admettons 600. Mais comme au régime réel, vous ne pouvez pas bénéficier de ce prélèvement forfaitaire libératoire, des fois, il vaut mieux prendre 760 multiplié par 2,2% que 600 multiplié par un barème où vous allez être peut-être à 11 ou à 30. Est-ce que ça va? Donc, je sais que vous n'aimez pas tous spécialement les calculs comptables, mais il y a un tout petit calcul à faire. Il n'est pas grandiose, mais il y a un petit calcul à faire. Moi, j'ai justement un cerveau qui a bugué. Tu es en train de dire, je suis désolée, je tutoie, c'est parti. Vas-y. Tu es en train de dire que quand on est au réel, dans tous les cas, on sera imposé à 2,2%? Non, c'est l'inverse. Quand on est au réel, on sera dans tous les cas imposé au barème. Au barème de l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, ça dépend de ce que tu vas déclarer dans ta déclaration de revenus. Par exemple, si je suis célibataire, sans enfant, hein, bon, voilà, pour faire une version simple, eh ben, je vais avoir un barème où jusqu'à, je retrouve le chiffre exact, mais jusqu'à 11 000 et quelques euros, si ma mémoire est bonne, peut-être un petit peu plus, je vais en fait avoir 0% d'impôt. 0. Donc, le barème, si je suis en dessous de mes 15 000 €, ben, ça ne me gêne pas, parce que de toute façon, je ne paye pas d'impôt. Vous me suivez? Oui. En revanche, quand je suis en régime de l'auto-entrepreneur, j'ai le choix entre les deux. Je fais mon abattement, ça c'est le principe du régime de l'auto-entrepreneur, et ensuite, je dis sur ce résultat, donc là mes 760 dans mon exemple, est-ce que je prends le barème progressif, auquel cas je remets 760 dans ma déclaration de revenus, et donc là c'est ce que je viens d'expliquer. Si je suis en dessous de 15 000 €, 11 000 €, je ne sais plus, je vais vous donner le chiffre exact, je ne connais plus par cœur, et ben ce sera 0. Ou alors, je prends les 2,2% du PFL, du prélèvement forfaitaire. Et en fait, c'est un calcul à faire, hein, tout simplement. Que d'ailleurs, vous pouvez faire chaque année. C'est-à-dire, le régime de l'auto-entrepreneur, ça ne se change pas facilement. Par contre, savoir si je prends le barème ou le PFL, ça, vous pouvez le faire à chaque déclaration de revenus. Donc là, c'est trop tard pour changer? Pourquoi la déclaration est faite? Bah ouais, on n'avait que maximum jusqu'à mi-juin, je crois. Si ça vaut le coup, tu peux faire une rectification. C'est 10 225. Voilà. Jusqu'à 10 225, c'est 0. Donc, si ça vaut le coup, oui, vous pouvez encore faire une rectification. Jusqu'au 29 juin, ça se passe bien. Les rectifs. C'est la rectif sur 2021, du coup. Oui. Mais du coup, si admettons, on veut passer 2022 en régime réel, c'est pas trop tard alors? Si. Ah, ça c'est trop tard. Okay. Ouais. Pour passer en 2022 au régime réel, il aurait fallu le dire avant le 31 décembre 2021. Ok. Donc, pour passer en régime réel en 2023, il faudra le dire avant le 31 décembre 2022. C'est quoi la rectif alors? Je suis paumée, ça y est. La rectif, c'est en fait, tu retournes sur ta déclaration et tu corriges. Normalement, c'est encore ouvert. Corriger quoi? Parce que pour moi, c'était pour passer d'un réel à autre chose. Ah non, si c'est pour passer d'un réel à autre chose, non. Non, mais là, du coup, là tu es en micro, enfin, tu es en entreprise, tu es en auto-entrepreneur. Ouais. D'accord. Mais donc, quel intérêt il y aurait à faire une rectif? Là, c'est là que je n'ai pas capté. Pas de souci. Puisque tu es en auto-entrepreneur, tu n'as pas le choix de l'abattement de 34%. Ça, tu ne peux plus rien faire. Par contre, sur le résultat que ça te donne, tu as deux choix. Soit le prélèvement forfaitaire libératoire, soit le barème progressif. Ah non, moi, on m'a dit que dans tous les cas, c'était le barème progressif qui s'appliquait parce que j'ai mes histoires de chômage qui vont gonfler mon revenu.
Ah, ben, pardon, j'avais pas Ok. vu que c'était C'est toi. ça que Alors, j'avais oui, si tu as dépassé le seuil, oui, là, tu n'as plus de choix. Donc là, il n'y a rien à faire. Ok. On est d'accord. Ok, c'est bon, c'est clair. Mais pour ceux qui éventuellement auraient le choix et qui n'auraient peut-être pas fait le bon, on peut rectifier en choisissant le barème à la place du PFL ou l'inverse. Voilà, simplement. Toi, c'est spécifique puisque compte tenu des revenus que tu as par ailleurs, tu n'as pas le choix que d'être au barème. Ça va? Donc les cotisations sociales, la même chose en fait, hein, sauf que là, il n'y a pas d'abattement. Hein, donc les cotisations sociales sont directement taxées sur le chiffre d'affaires, hein, directement. Si vous passez au régime réel, les cotisations sociales seront plus élevées en pourcentage, mais sur une assiette potentiellement plus faible. C'est-à-dire que si mon résultat, au lieu d'être 760 € lié à l'abattement, finalement, c'est, j'en sais rien, 500 €, bah, je paierai 45% de charges sociales, mais sur 500 €. Donc, si je prends 500 €, je fais 0,45, je vais payer 225 € de charges sociales. Là où, si je reste en auto-entrepreneur, je vais payer 1000 fois, alors c'est 0,22. Je ne dis pas de bêtises, hop, pas. Voilà, 22. Ce qui va faire 220. Donc là, c'est quasiment kiff-kiff. Ça va? Je la refais. Ouais, je la refais doucement. Vous êtes au régime auto-entrepreneur. Là, la question, c'est plus l'impôt. Là, c'est les cotisations sociales. Et la question, c'est auto-entrepreneur ou régime réel. D'accord? Si je suis en auto-entrepreneur, on va me prendre en cotisation sociale 22% de mon chiffre d'affaires. Donc, si je fais 1000, on va me prendre 220 €. D'accord? Si je passe en régime réel, on va me dire on te prend 45% à peu près. Je vous fais en version courte, mais à peu près 45% de cotisation sociale, mais sur le vrai résultat. D'accord? Donc celui où vous avez déduit toutes les charges, vous avez comptabilisé, déduit toutes les charges que vous avez engagées. Si ce résultat est de 500 €, jusque-là ça va, Coralie? Okay. Si ce résultat est de 500 €, une fois que j'ai déduit toutes mes charges, alors j'applique sur les 500 € 45%, et ça c'est mes cotisations sociales. Et là, je suis à 225 €, alors que dans le régime auto-entrepreneur, j'étais à 220. Il n'y a pas de débat. Donc, ça veut dire que ce calcul, il implique qu'il faudrait que je descende mon résultat peut-être à 400 ou 450 € pour faire 0,45. Et là, je suis à 180, 190. Là, ça commence à valoir le coup. OK? Attention tout de même, les cotisations sociales d'auto-entrepreneurs, comme elles sont plus faibles, donnent aussi moins de droits à la retraite. La prévoyance, c'est presque similaire, mais sur la retraite, ça vous donne quand même moins de droits. Or, bon, évidemment, quand on a 30 ans, ce n'est pas trop le problème, mais il y a un moment donné, ça finit par être le problème, parce qu'un jour, on s'aperçoit que on se rapproche de la retraite et que ce serait bien quand même de voir un petit peu ce que ça va donner quand on ne pourra plus travailler, même si les profs de yoga, j'imagine, peuvent travailler beaucoup plus longtemps que vous. Mais quand même, il y a un moment donné, il faudra bien regarder ce que vous aurez à la retraite. Et ce jour-là, quand on regardera les droits que vous ont donnés les cotisations payées en tant qu'auto-entrepreneur, ça fera quand même pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Donc, on ne paye pas beaucoup de cotisations, mais en face, on n'aura pas forcément grand-chose. Alors, je conçois qu'il y en a qui sont, comment je dirais, enfin pas anti, mais qui pensent que le système de retraite va s'écrouler, etc. Donc, c'est une chose, mais après, il faudra, par ce biais ou par un autre, trouver moyen quand même de se protéger pour la retraite. Pour finir, c'est ce que je disais justement à l'écran, la protection sociale, puisque avec le système de l'auto-entrepreneur, vous avez une retraite quand même plus limitée, une couverture sociale santé qui est la même, donc là, la carte vitale, il n'y a pas de problème. Hein. La carte vitale, elle n'existe pas en version gold, hein, donc on a tous la même. Que vous payez énormément de cotisations ou pas, c'est la même chose. Par contre, pour la prévoyance, c'est-à-dire l'arrêt de travail, vous avez une couverture assez similaire en termes d'arrêt maladie. Donc, si vous êtes en arrêt pendant 1 an, globalement, c'est la même chose que vous soyez en entrepreneur ou en régime réel. Par contre, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est sur l'invalidité. Et c'est sur la 2e et la 3e année d'arrêt. Quand vous êtes en arrêt maladie 1 an, vous êtes couvert par le système.
À partir de la deuxième année, vous n'êtes plus couvert. Jusqu'à la troisième, sauf si c'est une maladie de longue durée, une ALD, mais on ne va pas rentrer dans le débat, dans le détail. Et donc, la deuxième, la troisième année, vous ne touchez plus rien. Et après, vous basculez en invalidité. Et là, vous allez toucher des clopinettes. Ce qui signifie qu'il faut quand même que vous choisissiez un régime ou l'autre, en tout cas, que vous complétiez votre protection sociale avec un contrat de prévoyance qui vous permette d'avoir quand même quelque chose. Et si on prend une prévoyance, c'est déductible du coup en régime réel? En réel, oui. En auto-entrepreneur, non. Enfin, en auto-entrepreneur, en fait, il n'y a rien qui se déduit. On prend l'abattement tel qu'il est, point. Mais en régime réel, parfaitement, c'est déductible. D'où l'intérêt encore plus de le prendre. Mais quoi qu'il en soit, vous avez intérêt d'en avoir un, ne serait-ce que pour l'invalidité, parce que si vous arrive quoi que ce soit, alors encore plus dans vos activités, mais je dirais n'importe laquelle de toute façon, et comme vous êtes jeune, bah, si vous êtes en invalidité, bon, outre le fait de souffrir de l'invalidité, de ne pas avoir de revenus, et en plus, quand vous allez arriver à la retraite, on va vous expliquer que comme vous êtes en invalidité depuis X années, en fait, vous allez avoir rien du tout à la retraite. Donc, c'est vraiment la triple pénalité. Le fait de mettre en place un contrat qui, à votre âge, parfois coûte 20 ou 25 ou 30 euros par mois, je veux dire, des fois, ça ne va pas chercher bien loin, en tout cas à votre âge, permet au moins de se couvrir pour l'invalidité, ce qui me paraît être le filet de sécurité minimum. Et aujourd'hui, juste en tant qu'auto-entrepreneur, donc si on oublie l'aspect chômage, machin, si on est 100% auto-entrepreneur et qu'on se pète un bras et qu'on ne peut plus bosser, enfin moi j'avais lu qu'on n'avait rien en fait de la part de la sécurité sociale. C'est pendant un an, vous avez, alors ça dépend du montant des cotisations que vous avez payées, vous allez avoir entre 5 et 53 euros par jour pendant un an. J'avais lu qu'on ne pouvait pas être arrêté, que si on était arrêté, c'était pour notre pomme. Non, non. Alors ça dépend quand tu l'as lu, parce que avant, si tu fait partie de celles qui sont inscrites d'avant, tu es donc à la CIPAV, et la CIPAV ne vient de mettre des indemnités journalières que depuis 2021. Donc effectivement, si tu l'as lu avant, il n'y avait rien. Ou si tu as lu un texte qui parlait d'avant, il n'y avait rien. À la CIPAV, il n'y avait rien. Ils viennent de le mettre en 2021. S'il y avait, parce que j'ai cherché, mais j'ai toujours pas trouvé hein, à laquelle je suis, évidemment. Mais donc dans la SSI, ça y était déjà. Ah oui, la SSI, ça y était déjà. Moi, je pense que si tu as lu un truc qui disait que tu n'avais rien, probablement que c'est plus à la CIPAV. Ok, je regarde. Je vais vous trouver la date, comme ça. On va être sûr de la date. Alors, je finis avec ce que je vous disais. Donc, si l'activité est considérée comme la ressource principale et que c'est un vrai choix de vie, et non pas une activité accessoire, alors oui, vous avez intérêt probablement à prendre en considération réellement le régime réel. Mais bon, ça reste un calcul au cas par cas. Qu'est-ce que je vous ai remis? Alors, rapidement, puisqu'on est allé à peu près au bout du temps et je voudrais répondre à vos questions. BIC, alors c'est pas BIC, c'est BIC, BNC, c'est pas grave, je le modifierai. BIC, BNC, réel simplifié, franchise en base, tout ça, c'est des trucs qui ne doivent pas beaucoup vous préoccuper comme vous voyez passer. BIC, BNC, revenus fonciers, etc., ce sont les 7, c'est pas ni les 7 nains ni les 7 péchés capitaux, c'est les 7 catégories de revenus de l'impôt sur le revenu. Donc, quand on a l'impôt sur le revenu, il y a 7 types de revenus qu'on peut avoir. Et celui que vous avez, vous, dans vos activités, s'appelle BNC, bénéfices non commerciaux. Voilà, c'est tout. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça ne vous apporte rien. Le réel simplifié, c'est juste, vous êtes au réel, mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes les déclarations du réel normal. Voilà. Dans le réel, vous avez le réel normal, le réel simplifié. C'est juste parce qu'on fait un peu moins de déclarations, un peu moins de papier, mais ça ne vous change pas non plus la mécanique. Et la franchise en base, c'est le nom technique pour dire que je ne suis pas à la TVA. Alors, le fait que je ne suis pas soumis à la TVA parce que je suis en dessous d'un chiffre d'affaires, en dessous de mes 34 400 euros, ça s'appelle la franchise en base. Voilà. Donc, si jamais vous le voyez passer, vous affolez pas. En fait, ça veut dire exonération de TVA. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en doute pas. Est-ce que tu as un tableau magique sur Excel pour nous faire des simulations? Alors, j'ai un tableau que
j'ai un tableau qui dit, qui va vous donner la possibilité de calculer, j'arrive pas, qui va vous permettre de calculer en fait ce que autrement, voilà, qui va vous permettre de calculer en réalité à peu près ce qui est le plus intéressant entre l'un ou l'autre. Je suis en train de le récupérer parce que je croyais qu'il était à un endroit et qu'il n'était pas. Enfin, bref, je vais le récupérer, je vous l'enverrai avec la présentation. C'est assez basique, en gros. Hein. D'un côté, vous mettez votre chiffre d'affaires et ça vous calcule l'abattement et du coup, potentiellement l'impôt. De l'autre côté, vous mettez le montant du chiffre d'affaires et des charges que vous allez... Ah, on a perdu Coralie. Le montant du chiffre d'affaires et des charges que vous estimez pouvoir déduire et ça vous calculera le montant et l'impôt réel. Voilà. Mais si vous avez compris la mécanique, c'est assez simple à faire. Hein. Vous prenez 2 colonnes, c'est une colonne, et le tableau Excel, c'est ça. Vous prenez une colonne en disant, voilà, mon chiffre d'affaires, c'est tant. Donc, prélèvement forfaitaire, 2,2%, cotisation sociale, tant. Voilà ce que j'ai à payer. Si je prends le barème progressif de l'impôt, voilà ce que j'ai à payer. En face, j'ai le régime réel. Chiffre d'affaires, théoriquement, c'est le même. Je déduis mes petites charges. Combien il me reste de résultats et du coup, je calcule avec le barème progressif combien ça me fait d'impôt et je multiplie par 0,45 pour les cotisations sociales. Je vous enverrai le tableau sans problème. Et donc, tout ce qu'on peut déduire, en gros, c'est nos restaurants, notre téléphone, un peu de notre loyer. Alors, méfiance avec le loyer. En fait, vous pouvez déduire tout ce qui est engagé pour le compte de l'entreprise. Voilà, point. Il n'y a pas de règle fixe, c'est ça. Donc, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Si, pour les besoins de votre activité, il faut acheter un pot de fleurs, un Bouddha en bronze ou j'en sais rien, c'est théoriquement, en tout cas, c'est déductible. D'accord ? Maintenant, pourquoi je dis attention avec le loyer ? Parce que ces charges, il faut que vous les ayez engagées, vous, l'entreprise, j'entends. D'accord ? Or, le loyer, il faudrait que vous ayez un bail qui correspond à votre activité. Là, probablement, vous n'en avez pas. C'est en fait, peut-être vous avez demandé l'autorisation, peut-être même pas, pour mettre votre siège social d'auto-entrepreneur là où vous habitez, l'appartement que vous louez. Et en étant propriétaire, c'est le même micmac ? Alors, en étant propriétaire, vous pouvez vous demander à vous-même, ça, il n'y a pas de problème, de faire un bail. Vous n'avez même pas l'obligation, quand vous êtes en auto-entrepreneur et que c'est vous le propriétaire, personne physique de l'immeuble, enfin de l'appartement, vous n'êtes même pas obligé de faire un bail, ça s'appelle un bail fiscal, il suffit juste de déclarer un papier, c'est un papier fiscal en fait, pour dire qu'il y a un loyer, mais il n'y a pas forcément de bail. Par contre, attention, comme l'entreprise va payer un loyer, de l'autre côté, ça veut dire que vous, en tant que personne, vous allez encaisser un loyer en tant que propriétaire de l'appartement. Et ce loyer que vous allez encaisser, il va falloir le déclarer. Okay. Donc, ça n'a que très rarement de l'intérêt. Parce qu'en réalité, vous allez l'enlever d'un côté pour le remettre de l'autre côté, déjà. Et en plus, de l'autre côté, en plus de l'impôt, vous avez de la CSG-CRDS à 17,2%. Donc, c'est rare que ça vaille le coup. Ok. Et qu'est-ce qui différencie, moi, mon auto-entreprise, c'est Coraline Fletchette. Je suis Coraline Fletchette. Comment, au vu, je sais pas, de l'État, on différencie les deux personnes? C'est le SIRET sur une facture qui va venir appuyer C'est le fait d'avoir un SIRET, c'est le fait d'avoir sur les documents originaux la mention, puisque maintenant c'est obligatoire, je vous le dis en passant d'ailleurs, parce que depuis le changement, la nouvelle loi qui a été promulguée au mois de mai sur les entrepreneurs individuels, vous devez faire mention sur vos documents originaux de entreprises individuelles ou auto-entreprises, enfin bref, vous devez faire mention alors qu'avant, votre nom suffisait puisque c'était le nom de l'entreprise individuelle. Donc c'est le numéro de SIRET qui fait vraiment la différence parce que le numéro de SIRET, c'est un numéro d'identification fiscale de l'entreprise.
Et vous avez aussi, à titre personnel, un numéro d'identification fiscale qui est celui qui vous sert à déclarer vos revenus. Si vous allez sur votre déclaration de revenus, vous avez un numéro d'identifiant, si vous voulez. Ce numéro d'identifiant, c'est votre numéro d'identification fiscale personnel. Le SIRET, c'est celui de l'entreprise. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, mais du coup, quand on parle de location, c'est les locations de salles qu'on loue pour donner des cours qui sont avantageuses Coraline. C'est pas la location chez nous. Et pour la loi là, du 15 mai, est-ce qu'il y a un lien avec elle est dans le domaine public, j'imagine? Elle a été publiée? Alors, je ne sais pas si le décret est sorti, enfin, ça me saurait tarder. Il n'était pas sorti, en tout cas, je ne l'ai pas vu passer, en tout cas, il y a quelques jours, mais on ne devrait pas être très loin. L'idée, en tout cas, c'est de soi-disant protéger, on ne va pas débattre de ce sujet-là, l'entrepreneur individuel. La grosse nouveauté, c'est que je peux rester en entrepreneur individuel, au régime réel, bien sûr, mais je peux rester en entrepreneur individuel et opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors, je fais une petite aparté sur cette option. Le fait d'opter à l'impôt sur les sociétés, quelle est la différence avec le régime réel? Là, je sors de l'auto-entrepreneur, puisque forcément, je suis en régime réel, c'est-à-dire je calcule mon résultat. La différence principale, c'est que vous serez taxé en impôt et en cotisation sociale, d'accord, sur le montant que vous avez, disons, réellement pris, et non pas sur le résultat de l'entreprise. Autrement dit, je reprends mes 1 000 euros de chiffre d'affaires. 1 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis entrepreneur individuel qui a opté à l'impôt sur les sociétés. Comme j'ai opté à l'impôt sur les sociétés, c'est un peu difficile, enfin, c'est pas très intuitif parce que je suis quand même un entrepreneur individuel, mais bon, il faut imaginer que c'est comme si j'étais en société. Donc, la société va me payer, moi, en tant qu'acteur, finalement, en tant que dirigeant de cette société, elle va me payer. Donc, admettons que vous preniez sur les 1000, vous prenez, je ne sais rien, 150 euros, c'est votre rémunération. Ces 150 euros, ils vont être déductibles. Alors qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez avec votre compte bancaire, que vous preniez 0 ou 2000, ce n'est pas déductible, enfin ça n'a aucun impact sur le résultat. Là, si vous prenez les 150 euros, ça va venir se déduire du résultat. Et ensuite, l'impôt sera calculé non pas sur le résultat final, comme on l'a fait tout à l'heure, mais sur les 150 euros que vous avez pris, c'est-à-dire que vous allez déclarer 150 euros à l'administration fiscale. Et les cotisations sociales, c'est pareil, vous allez déclarer 150 euros à l'administration pour les cotisations sociales. Quel est l'impact? L'impact, c'est que vous pouvez beaucoup mieux gérer votre rémunération et vos impôts puisque c'est vous qui décidez du montant de la rémunération que vous prenez au lieu de subir le résultat tel qu'il est. Si vous avez fait 30 000 euros de chiffre d'affaires et que même en régime réel, une fois que j'ai tout enlevé, il me reste 20 000, c'est 20 000, point. Même si vous avez peut-être pris que 8 000 parce que vous n'avez pas financièrement la possibilité de prendre les 20 000. Eh bien, vous serez quand même taxé sur 20 000. Là, en mode impôt sur les sociétés, si vous prenez 8 000, malgré que vous ayez un résultat théorique de 20 000, si vous prenez 8 000, vous serez taxé sur 8 000, et en cotisation sociale et en impôt. Ça va? Du coup, il faut un autre tableau de calcul pour ça. Du coup, c'est la même base de tableau que le régime réel, mais avec une petite option supplémentaire qui est si je suis à l'impôt sur les sociétés, il faut que je déduise ma rémunération, donc il faut que je la choisisse. Donc effectivement, on peut faire une colonne de plus, je peux la rajouter, ça c'est une bonne idée. Une petite colonne de plus qui dit je reprends la colonne régime réel, mais j'y rajoute une petite ligne supplémentaire qui est quelle est la rémunération que je vais prendre et les cotisations sociales que je vais payer parce qu'elles sont déductibles aussi. Ça, je peux le rajouter, pas de problème. Après, ça ne concerne pas forcément tout le monde. C'est sûr que ça dépend aussi du volume de chiffre d'affaires. Clairement, si vous faites 25 000 euros de chiffre d'affaires ou moins, il n'y a pas grand-chose à gérer au niveau de l'impôt sur la société et peu probable que ça vaille le coup de passer à l'impôt sur la société. Si vous êtes entre 25 et 45, 50, ça se calcule. Au-delà de 50, il peut vraiment y avoir, enfin en tout cas dans vos professions, il peut vraiment y avoir un intérêt. Mais au-delà de 50, on a la TVA, même si on passe sur l'impôt sur la société. C'est ça, hein? Oui, on retombe dans le cercle. Exact. Okay.
sachant que la TVA, théoriquement, ça n'a pas d'impact, mais ça, c'est la théorie. En pratique, ça a de l'impact pour vous, puisque vous avez des élèves qui ne récupèrent pas la TVA, sauf si vous faites des cours aux entreprises. Et sinon, vous avez des élèves qui ne récupèrent pas la TVA. Donc, si vous leur dites 15 €, et puis qu'après, vous passez à la TVA et que vous leur dites ça fera 18, ça marche moins bien. Parce qu'eux, ils vont payer 18. Ils s'en foutent de la TVA, ils ne la récupèrent pas. C'est un paramètre à prendre en compte. D'où les 41 et les 43 de mon petit calcul de tout à l'heure. D'autres questions? Moi, j'en ai une, mais ça ne te concerne plus directement, du coup. Si on passe au réel, il y a besoin d'un expert comptable? Alors, non, mais c'est une bonne question. Heureusement que tu l'as posée, parce que j'avais presque l'oublié. En fait, on peut avoir besoin d'un expert comptable dans n'importe quelle situation. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on a besoin de la partie expertise comptable pour faire la comptabilité, hein? Alors, le conseil, on peut en avoir besoin dans tous les cas. Maintenant, sur la partie comptabilité, en auto-entrepreneur, le principe, c'est que théoriquement, j'en ai pas besoin puisque je déclare un chiffre d'affaires. D'ailleurs, l'auto-entrepreneur n'est pas ma spécialité, puisqu'évidemment, par essence, je n'en vois quasiment jamais. Forcément, je les récupère, moi, c'est quand ils sont en régime réel. Ensuite, en régime réel, est-ce qu'on a l'obligation déjà d'avoir un expert comptable? Non, il n'y a aucune entreprise quasiment qui a l'obligation d'avoir un expert comptable. Est-ce que je peux faire ma comptabilité tout seul? Théoriquement, oui, ça dépend de l'appétence que vous allez avoir pour la comptabilité. Voilà. Sachant que des fois, si on ne se trompe pas, c'est sûr que ça économise l'expert comptable, en tout cas une partie. Si on se trompe, c'est un peu dommage parce que du coup, finalement, ce qu'on n'a pas payé à l'expert comptable, on va peut-être le payer aux impôts. Bon, ça, c'est un choix personnel, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Par contre, si je passe à l'impôt sur les sociétés, hein, si je choisis l'impôt sur les sociétés, et a fortiori la TVA, alors là, je peux que vous conseiller quand même de prendre professionnel pour vous suivre, parce que là, les erreurs peuvent être... Enfin, c'est plus compliqué, donc il peut y avoir plus d'erreurs. Et dernière question, enfin dernière ou pas, est-ce que... Alors, moi, ma comptabilité en auto-entrepreneur, donc très simple, en gros, c'est un fichier Excel. Et j'ai lu que ça pouvait poser souci, étant donné qu'on peut ratifier, modifier des informations a posteriori, quoi. Est-ce que tu sais si c'est autorisé? Non, alors là, c'est une confusion avec le système de facturation, en fait. C'est-à-dire que la comptabilité, tu la tiens sur ce que tu veux. Ouais. Même sur un cahier, si ça te chante, personne ne peut rien te dire. Par contre, c'est le problème, enfin, en auto-entrepreneur, je parle. Ouais. Par contre, le problème, c'est le système de facturation. Normalement, on n'a pas le droit de facturer, depuis longtemps d'ailleurs, on n'a plus le droit de facturer sur Excel. Pourquoi? Parce que sur Excel ou sur Word, en fait, je fais ce que je veux. Je supprime, je refais, bon, bref. Et l'administration, évidemment, n'est pas très ravie, puisque ça veut dire que si elle déclenche un contrôle, en fait, tu as le temps de faire toutes les modifs que tu veux. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, normalement, on devrait avoir un outil de facturation qui n'est pas modifiable. Donc, n'importe quel logiciel qui est agréé par l'administration de facturation, il y en a, moi j'en loue à mes clients, ça coûte 10 € par mois. Et du coup, en fait, ça leur permet de faire la facturation tout en étant dans la légalité. Très sincèrement. PDF, ça ne marche pas parce que dans le PDF, tu as la date de création et tu ne peux pas le modifier. Si, un PDF, ça se modifie sans problème. Ah. Le fait que tu saches, c'est pas pareil. Ouais. Non, si, ça se modifie. Non, il n'y a rien. En fait, la seule chose qu'ils acceptent, c'est un logiciel qui est agréé par l'administration. Voilà, point. Et le PDF, Excel, Word, évidemment, ça ne l'est pas. Mais pour les auto-entrepreneurs, j'ai jamais vu un seul contrôle venir dire, cher auto-entrepreneur, on n'accepte pas votre comptabilité parce que vous n'avez pas fait la facturation sur le bon outil. Ils sont déjà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé comme ça ma présentation, ils sont déjà contents finalement dans l'esprit que puisque vous vous êtes mis en auto-entrepreneur, vous déclarez du chiffre d'affaires et du coup vous payez quand même des impôts. Voilà. Parce qu'avant, il y en avait plein qui ne le faisaient pas. Donc ils ne vont pas venir vous chercher pour le logiciel. Hein. En auto-entrepreneur, vous ne risquez pas grand-chose. Et les chances de se faire contrôler en tant qu'auto-entrepreneur avec un petit chiffre d'affaires?
proche de 0 dans votre cas. En fait, le contrôle, il est déclenché si manifestement, il y a des indices qui permettent de dire que vous ne faites pas le chiffre d'affaires que vous déclarez. C'est-à-dire quelqu'un qui se met en auto-entrepreneur et qui finalement, enfin donc déclare 40 000 € et en réalité en fait 200 000, oui, lui, il risque un contrôle, clairement. Mais si vous déclarez ce que vous avez à déclarer à peu de choses près, non. En tout cas, j'en ai jamais vu. Ok. L'administration fiscale est en sous-effectif et je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter. En tout cas, c'est ce que je lui recommande. Il y a plein d'autres dossiers à traiter avant de s'occuper des auto-entrepreneurs. Alors, ils essayent juste de viser ceux qui exagèrent. Et il y en a, notamment dans le bâtiment, tout ce qui tourne autour du bâtiment, vous en avez qui exagèrent. Et tant que vous faites à peu près ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de souci. Je garde mes factures PDF. Oui, pour l'autre, non, mais pour l'autre entreprise, très franchement, oui. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. En régime réel, ça peut être différent parce qu'en régime réel, si vous prenez un expert comptable particulièrement, vous devez pouvoir, mais même sans expert comptable, vous devez pouvoir fournir à l'administration ce qu'on appelle un fichier FEC en cas de contrôle. Un fichier FEC, ça veut dire fichier des écritures comptables. Et ce fichier, il est normé et il passe par les logiciels de comptabilité. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir un fichier FEC, il faut passer par un logiciel de comptabilité. Vous ne pouvez pas faire un fichier FEC à partir d'un fichier Excel. Donc, finalement, quand vous passez en régime réel, c'est là où soit vous faites votre comptabilité vous-même, mais il faut quand même que vous ayez un outil de comptabilité, soit vous passez par l'expert comptable et c'est lui qui produira le fichier FEC. Et tant que vous n'êtes pas en réel. Pardon ? Et j'en reviens juste à ma question initiale. Si on a besoin d'un expert comptable en régime réel, quel ordre d'idée il faut compter? Comment ça se passe? Alors, c'est très variable, malheureusement, entre les experts comptables. Je vais vous dire ce qui me concerne moi, parler pour moi. Ça va être en fonction du volume. En réalité, comme j'ai ni chaussettes ni voiture à vendre, la seule chose qu'on a à vendre, c'est du temps passé. Donc, ça va dépendre vraiment du volume de données qu'on a à traiter. Si on a 3 factures par mois, c'est sûr que ça ne va pas aller chercher midi à 14 h. En plus, vous avez, si on est en régime réel, une partie de cette facture qui se déduit finalement du résultat, donc qui vous permet de payer moins d'impôts. C'est un petit peu mécanique, mais en gros, plus j'en paye et plus ça se déduit, quoi. Alors, quel montant ça peut être? En régime réel, on va dire que le montant minimum, en tout cas en ce qui me concerne, si on veut faire un peu le travail correctement et surtout si on veut vous apporter un peu de conseils, parce que j'ai envie de vous dire, il y a aussi ça que vous devez avoir en tête. La comptabilité, c'est une chose. En France, elle est réglementée, donc vous êtes obligé de prendre un expert comptable si vous voulez solliciter quelqu'un pour faire de la comptabilité qui ne soit pas vous. Vous êtes obligé de prendre un expert comptable qui est inscrit à l'ordre des experts comptables, etc., diplômé, bref. Mais le sujet, le vrai, c'est est-ce que le plus important quand je prends un expert comptable, c'est qu'il me fasse la comptabilité ou c'est qu'il m'aide? Bon, là, on fait un webinaire, mais je veux dire des conseils, vous pouvez en avoir besoin toute l'année sur plein de sujets. Donc, forcément, c'est ça qui va faire varier un peu le tarif. Donc, ça peut aller de, on va dire à peu près 900 €. Alors, attention, tout est hors taxe, parce que moi, pour le coup, je suis à la TVA. Généralement, les experts comptables sont à la TVA. Je n'en connais pas qui n'y sont pas. Donc, ça peut aller de 900 € à peu près à l'année jusqu'à un peu ce qu'on veut. Mais en tout cas, si on reste dans les seuils de chiffre d'affaires qu'on s'est donné, en dessous de 72 000 €, vous avez peu de chances que ça vous coûte plus de 1 500 €. Donc, on va dire que la tranche, c'est à peu près 900 1 500. Okay. Donc, à en tenir compte aussi dans le calcul. Ça marche. Et est-ce que ça se fait une heure de conseil en one, enfin, je ne sais plus comment on dit, en privé pour justement mettre les chiffres dans les bonnes cases et même trouver les bonnes cases? Oui, alors on fait des déclarations de revenus aussi, donc du coup pour les particuliers, donc du coup ça fait partie des choses qu'on fait. On peut faire une heure et demie, enfin peu importe, on peut faire du temps de conseil sans pour autant faire la comptabilité. On est très libre, hein, et moi particulièrement, parce que la partie qui m'intéresse le plus, vous l'avez compris, c'est pas forcément la comptabilité. Simplement, il faut aussi pouvoir la faire. C'est un peu le cœur de métier de l'expert comptable.
Mais la partie la plus intéressante et celle qui rapporte le plus, c'est la partie conseil. Donc, bien sûr, ça se fait. Ok. Sans problème. De toute façon, je vous donnerai, puisque j'ai envoyé l'invitation, mais je vous redonnerai mes coordonnées si certains sont intéressés pour me contacter, ont besoin de mes services, il n'y a aucun souci. Merci. J'ai une dernière question, Olivier. Pardon, Coraline. Quand tu es sur l'impôt sur les sociétés, quand tu dis qu'il faut qu'on détermine la rémunération qu'on touche, mais du coup, c'est genre une rémunération fixe qu'on ne peut pas bouger d'un mois à un autre? Alors, en fait, l'avantage, justement, c'est que quand on est à l'impôt sur les sociétés, on est considéré comme un dirigeant de société, même si on ne l'est pas, puisqu'on est en entreprise individuelle, mais peu importe. Et donc, la rémunération, elle n'est pas mensuelle, elle est annuelle sur la période complète. Donc, en réalité, ce que tu prends tous les mois physiquement, le flux d'argent, c'est pas que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais presque, en fait, je m'en fous un peu. Ce qui compte, c'est à la fin de l'année, combien tu veux qu'on inscrive dans les comptes. Évidemment, ça dépend, de l'argent que tu as gagné. C'est-à-dire, ça paraît difficile de prendre plus de rémunération. Tu peux prendre moins, mais plus que ce que tu as gagné, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est un paramètre, un plafond. Et le deuxième paramètre, c'est de savoir ce que tu as pris physiquement. Parce que si tu as pris physiquement 1 000 € tous les mois, toute l'année, tu as le droit de déclarer que 500 € par mois de rémunération. Et du coup, les 500 € que tu as pris en trop, limite, il faudrait les rendre. Du coup. Donc, il y a un peu ce paramètre-là. Mais le montant, théoriquement, de la rémunération que tu choisis de mettre dans la comptabilité, c'est toi qui décides. Et c'est ça qui est bien, justement, parce qu'en fonction de ce que tu as gagné, de ce que tu veux comme couverture, ce dont tu as besoin aussi de déclarer par rapport à l'impôt sur le revenu, enfin bref, eh bien, c'est toi qui vas choisir. Et ça peut être variable d'une année sur l'autre. Tu as tout à fait la possibilité, une année, de prendre 18 000 € et l'année d'après, de prendre 24 000 € et de revenir à 18 et de passer à 30. Tu fais ce que tu veux. Et en plus, c'est annuel. C'est très facile. Ça va ? Super, merci Olivier. C'est tout bon pour moi. Ludo a été très silencieux. Tu n'as pas de questions. Hop, je réapparais. Du coup, pas de questions. J'ai mis toute mon attention sur la présentation. J'ai pris plein de notes, même si tu allais nous fournir Oui. le support. Mais voilà, ça m'aide à focaliser et à être présent dans le moment. Donc, j'étais super content d'avoir tout ça. Voilà, j'ai des cases qui se mettent en place dans ma tête, donc c'est cool. Je pense pas avoir de questions. Je pense que, bon bref, après, pour ma situation personnelle, j'ai d'autres choses à régler avant de faire le choix de passer en réel ou pas. Mais non, c'était super intéressant et ouais, top. Merci Olivier. En plus, c'était bien présenté. On sent l'âme du pédagogue et du conseilleur derrière tout ça. Donc, j'apprécie vu que c'est des choses que j'aime beaucoup aussi de mon côté. Très bien. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais déjà par couper l'enregistrement. Et sans autres questions,